tous et à tous en direct sur Radio Troubadour dans le cadre du festival Regard de Femmes. Nous abordons l'après-midi de cette première journée du festival qui se tient aujourd'hui vendredi 3 mars, demain samedi 4 mars et dimanche 5 mars. Je vais vous faire quelques annonces quand même pour que vous sachiez un petit peu ce qui va se passer. Durant tout le festival, il y a la collecte pour les femmes et les enfants dans la précarité pour l'association Féminité sans abri. Vous pouvez apporter des produits d'hygiène pour les femmes et les enfants durant tout le week-end. Cette association est présente sur tout le territoire français et en Gironde, l'année dernière, il y a eu 2041 kits qui ont été distribués pour des personnes qui en ont besoin. Dimanche matin, nous serons présentes au travers d'un stand sur le marché de Libourne de 9h à 12h. Nous donnerons de l'information et nous échangerons sur les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes. Nous aurons d'ailleurs la présence du centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc ce sera l'occasion d'avoir des informations. Et il y aura 2 flash mobs à 11h et à 11h30. On fera une petite chorégraphie. Voilà. Et donc toutes les émissions du festival sont en direct sur la web Radio Troubadour et vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur la page Facebook Festival Regard de Femmes, l'émission. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc nous allons aborder cet après-midi un sujet chaud. L'argent et les femmes. Alors on a la chance d'avoir avec nous Véronique Espénier qui est une professionnelle de l'animation d'ateliers sur les thèmes de l'argent. Depuis 30 ans, elle est correspondante de finance et pédagogie pour la Caisse d'épargne Aquitaine. Elle anime des ateliers pour tous les publics sur les thèmes liés à l'argent. L'argent est en réalité un sujet très peu maîtrisé par la majorité d'entre nous. Et on va avoir plein de chiffres et plein d'anecdotes très certainement au fur et à mesure de la présentation. Donc nous allons parler aujourd'hui de la relation des femmes avec l'argent. Et si vous voulez retrouver l'interview que Véronique a faite avec nous sur la radio Troubadour dans le cadre des émissions Au Regard de Femmes, Véronique était notre invitée en septembre dernier. Donc vous pouvez écouter en replay l'émission qui a été enregistrée. Voilà. Donc Véronique, je te laisse la parole. Je te laisse nous parler donc de la relation des femmes à l'argent. À toi. Merci beaucoup Céline. Alors, Finance et pédagogie, c'est une structure qui répond à toutes les personnes qui sont en questionnement, ou à tous les collectifs, des personnes qui sont en questionnement sur l'argent. Me faire travailler aujourd'hui sur le thème des femmes d'argent, ça a été formidable parce que je passe dans ma vie professionnelle beaucoup de temps auprès des jeunes évidemment dans des réunions qui sont mixtes, et j'avais le sentiment que les choses avançaient. Sauf que quand on regarde de très près le thème des femmes et de l'argent, on se rend compte que non seulement les notions d'argent ne sont toujours pas comprises, tenues par les garçons comme par les filles à la limite, mais que quand on regarde de très près les chiffres, et je vous en donnerai quelques-uns quand même, on se rend compte que l'égalité, par exemple l'égalité salariale homme-femme est en train de reculer. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait mieux qu'en 2019, mais on fait moins bien qu'en 2010 dans les chiffres que j'ai trouvés ces derniers jours. Alors, je vous mettrai 2-3 documents qui m'ont servi pour travailler sur cette conférence-là, et puis je partirai aussi de mon travail, du vécu que j'ai auprès des publics, donc finance et pédagogie, association nationale, donc représentée en Aquitaine-Poitou-Charentes par 2 personnes, la collègue qui est du côté de Poitou-Charentes, Martine Lecloarec, et moi qui suis plutôt sur la plus belle des régions, enfin, mes chutes, la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, qu'il ne faut pas que j'oublie. Voilà, alors les femmes et l'argent, on peut partir de l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer en 1965. Pas seulement
parce que c'est mon année de naissance, parce qu'on ne peut pas aller jusque-là, mais parce que 1965, c'est la date à laquelle nous n'avons plus besoin de demander l'autorisation à notre père ou à notre mari pour travailler, et nous n'avons plus besoin de demander l'autorisation à notre père et à notre mari pour ouvrir un compte en banque. Compte en banque qu'on peut gérer seul, ce qui était totalement impossible auparavant. Donc on se dit, bon, ça va, 1965, les choses ont énormément évolué. Mais on va le voir cet après-midi, pas tant que ça, c'est-à-dire que les femmes, lorsqu'on leur pose la question de qu'est-ce qu'elles font de leur argent, pourquoi l'argent est important pour elles parlent beaucoup de liberté. Mais dans les faits, s'il y a un dindon de la farce dans le couple par rapport à l'argent, c'est, je ne vais pas dire tout le temps elle, parce que ce serait caricatural, mais c'est très souvent madame qui se retrouve appauvrie et de façon importante à la fin d'un couple. Donc voilà. Donc j'ai mis entre malaise et émancipation parce que oui, aujourd'hui quand même, on a la possibilité de gérer seul et on le fait. Mais malaise parce que quand on regarde les chiffres de très près, il y a plein d'acquis. Il n'y a aucune évolution dans les habitudes qui ont été prises par les femmes comment dirais-je, ce qu'on nous a donné comme obligation à suivre pour avoir la bonne personnalité, pour être la gentille petite fille, pour bien gérer, pour être la bonne mère de famille, la bonne salariée, il n'y a pas d'évolution par rapport à ça. Voilà. Et pourtant, ça commence bien au tout début. Quand on regarde les chiffres, j'ai appelé cette diapo les reines de la finance, parce que 90% des femmes connaissent le montant de leurs impôts, et on n'a pas ces chiffres-là chez les messieurs. Donc, les impôts, ça nous intéresse. 75% possèdent une épargne personnelle. Alors, on va revenir là-dessus, parce que l'épargne personnelle de madame, c'est une épargne, on en avait déjà beaucoup discuté avec Céline, mais c'est l'épargne la moins risquée qui soit. C'est-à-dire que madame, l'argent a un sexe en fait. Madame, elle va mettre de l'argent de côté pour se mettre en sécurité, pour créer des projets qui sont pas forcément ses projets à elle, mais qui sont vraiment les projets de la famille. Et donc, dans l'épargne personnelle, on va aller sur des livrets réglementés avec une certitude de taux à la fin de l'année, vraisemblablement assez peu de fiscalité parce que vraiment on va au minimum et on va laisser à monsieur tout ce qui peut ressembler à du risque. Et d'ailleurs c'est tellement énorme que lorsqu'on pose la question, il y a une excellente enquête IFOP sur l'argent et les femmes, lorsqu'on leur pose la question de qu'est-ce que vous connaissez comme placement, lorsque on est sur le Bitcoin, 80% disent j'en ai jamais entendu parler, je sais pas ce que c'est. Alors je vous parle même pas de les OPCVM, les SICAV, ah non, je sais pas. Le plan d'épargne entreprise, à peine. Pourquoi? Parce que quand un employeur propose un plan d'épargne entreprise, l'épargne que vous allez faire là-dedans va être placée sur des fonds qui vont être plus ou moins risqués et qui portent des noms quelquefois un petit peu compliqués. Donc on ne veut pas regarder ça de trop près et j'ai même trouvé des salariés qui pourraient avoir un plan d'épargne entreprise et qui ne l'ont pas parce que ça semble trop compliqué. Donc l'épargne, ces femmes qui sont des fourmis, qui mettent de l'argent de côté, cette épargne-là, c'est l'épargne. Alors, aujourd'hui, qui peut être intéressante, un livret d'épargne populaire depuis le mois de février, c'est à des taux qu'on n'a pas connus depuis des années. 6,1%, on rêve. 3% pour un livret A, ça fait rêver aussi. Quand on regarde le taux de l'inflation, notre rêve commence à se stabiliser, on va dire. Parce que l'épargne qu'on met de côté ne couvrira pas, en tout cas pour le livret A, la hausse de l'inflation et les 10 paquets de Pépito que vous pouviez acheter pour une certaine somme au 1er janvier. Si vous laissez cette somme-là, même sur un livret A, vous pourrez n'en acheter que 8 ou peut-être 7 à la fin de l'année. Donc, c'est pas extraordinaire. Mais ça, c'est du placement féminin. Et puis, alors, un élément aussi que j'ai trouvé très intéressant, les femmes, elles gèrent pour tout le monde. Alors, elles gèrent à deux, 60% gèrent à deux, ce qui est pas mal, ça veut dire que monsieur, petit à petit, il commence quand même à s'intéresser un petit peu à ce que moi j'appelle l'économie domestique. Il met
un petit peu le nez dans le budget, mais c'est encore rare. J'ai eu l'occasion de faire un atelier budget pour des bénéficiaires de la mairie de Bordeaux, enfin des personnes qui allaient au CCAS. C'était exclusivement masculin ce jour-là, donc j'étais très contente. 3 ateliers sur le budget, on m'a dit tu vas avoir que des hommes. Chouette. Et ce qui était très intéressant, c'est que ces hommes étaient là parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que ça allait de 21 ans à 70 ans. Et à chaque fois, ils étaient là parce que soit les parents avaient dit maintenant tu prends un appart, on ne te veut plus à la maison, et puis tu te débrouilles. Soit la petite amie avait dit je veux plus de toi, tu te débrouilles, tu gères tout seul. Et le pire étant le monsieur qui avait 70 ans, qui venait d'être veuf depuis peu de mois et qui pour la première fois de sa vie apprenait à gérer un budget. Et il apprenait donc à 70 ans, c'est ce qu'il m'a dit, qu'un loyer se payait tous les mois. Alors tout va bien. Quand vous avez 21 ans et que vous apprenez à gérer un budget, la vie est devant vous. Vous allez faire commettre des erreurs, mais comme tout le monde, vous allez apprendre à gérer rapidement, comme tout le monde aussi, et ça c'est formidable. Quand vous apprenez ça seulement à 70 ans, en fait, l'émancipation, l'autonomie, finalement, elle va arriver beaucoup trop tard. La gestion du budget devrait être, quand on est en couple, forcément à 2, systématiquement. Et le principe de tout avoir sur un compte joint, c'est un principe qu'il faut fuir. C'est très important. Il faut véritablement avoir des comptes personnels. Le compte joint, je le dis toujours en atelier, c'est l'occasion pour votre époux de vous offrir un cadeau que vous n'aimez pas avec la moitié de votre argent. Et quand on le regarde comme ça, forcément, ça permet de se dire, voilà, le compte joint, il est formidable pour toutes les dépenses de la famille, c'est-à-dire le loyer, les assurances, le téléphone, etc. Mais pour tout ce qui va être vie personnelle et choix personnel, je pense qu'il est très important, et à mon avis, ça fait partie de l'émancipation, de partir sur un compte qui est véritablement le sien. On n'a pas besoin de demander l'autorisation. Enfin, c'est passé ça. On est femme libre, on ne demande pas l'autorisation de s'acheter une robe. Voilà, on se l'achète. D'ailleurs, quand on regarde là aussi de très près ce qui se dit sur les dépenses familiales, on va avoir, et c'est moi j'étais éberluée de voir aussi peu d'évolution. C'est-à-dire une femme qui va penser enfant, qui va penser conjoint, et qui, s'il reste de l'argent, mais généralement quand les enfants et le conjoint sont passés par là, c'est plus compliqué, va peut-être penser à elle, et avec toujours la culpabilité d'oser penser à elle. Ça aussi, je pense que ça fait partie des éléments qu'il va falloir, si c'est trop tard pour nous, travailler avec nos enfants et nos filles et nos petites filles, parce que assumer des choix, se faire plaisir, ce sont des notions très importantes. Dans une vie où on se coltine le budget, c'est très important d'avoir des éléments où on respire. Voilà. Alors c'est vrai pour les garçons, mais c'est encore plus vrai pour les filles, parce que vous allez voir aussi ce qui se passe dès l'enfance. Voilà. 34% des femmes gèrent seules. Ça veut dire que là, même là, en fait, l'idée est biaisée. Tu gères seul, tu as le pouvoir, et si ça va pas bien, c'est de ta faute. Tu sais pas faire. Quand je fais des ateliers dans auprès de publics très, on va dire, très virils, les militaires, mais pas que, d'endroits où j'ai beaucoup d'hommes, et que je leur pose la question, qu'est-ce qui coûte cher dans un budget? Moi, je pense à l'automobile, par exemple, et eux me disent ma femme. Voilà. C'est systématique. On est au 21e siècle et j'ai toujours ces réponses. Voilà. Alors, c'est vrai aussi que quand vous n'allez pas faire les courses régulièrement, quand vous laissez à l'autre le soin de choisir, vous avez toujours le sentiment que tout va bien. J'ai des épouses qui m'expliquent en atelier aussi qu'au début de leur mariage, alors c'est pour des personnes un peu plus âgées, au début de leur mariage, leur époux leur a dit c'est toi qui gères le budget, et d'ailleurs tous les mois, je te donnerai, alors je vais dire n'importe quoi, 700 € pour gérer le budget. Très bien. Et bien, 50 ans plus tard,
on donne toujours la même somme. Il n'y a pas eu d'inflation, il n'y a pas eu d'évolution des prix, on a la même chose. Et quand elle ose dire, dis donc chérie, les prix ont augmenté, est-ce que tu pourras en mettre plus? Mais comment tu te débrouilles? Mais comment tu te débrouilles? Ça va pas du tout, tu ne sais pas gérer. Donc vraiment, le travail sur le budget, c'est un travail essentiel et les femmes ne sont pas libérées par rapport à ça. Elles sont toujours dans la culpabilité. Mais vous allez voir, ça commence tôt. Alors, vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut une certaine évolution, pour ne pas dire peut-être une certaine révolution. Et oui, je crois. Alors, les femmes, elles font tout. Elles sont formidables. Alors, on passe des reines de la finance, puisqu'elles savent faire la différence entre un livret A et un livret d'épargne populaire, mais pas avec des actions, d'accord? Aux reines du foyer. Pourquoi? Parce que elles suivent les comptes, et donc elles suivent leurs comptes à elles suivent les comptes de monsieur, elles suivent les comptes des enfants. C'est elles qui vont dire, attention Kevin, tu as un découvert sur ton compte, mais t'inquiète pas, je t'ai fait un virement. Voilà, on garde la procuration sur le compte de l'enfant, ce qui est parce qu'on est une bonne maman, enfin en tout cas dans son idée, et on va aller au départ de ce qu'on pense être le mieux pour lui. Donc, on suit les comptes de tout le monde. Donc, on prend cette charge-là, cette charge financière qui est une charge importante. Vous l'avez beaucoup dit ce matin, mais j'ai pas envie de dire que l'argent, c'est la vie, parce que c'est pas ça. Mais en tout cas, il y a l'argent dans la vie. Et on peut pas nier l'importance de ce sujet-là. Donc, quand on suit les comptes et qu'on dit, moi, avec mes petits bras musclés, je vais suivre les comptes de monsieur, de mes enfants, de mes parents. Souvent, quand les parents vieillissent, là aussi, il y a une obligation qui est faite. Enfin, en tout cas, c'est pris très, très volontiers par madame qui va dire, bah, écoute, je m'occupe des comptes, c'est moi qui vais voir avec la banque comment ça se passe, je vais renégocier les contrats d'assurance et autres. Donc, elles épargnent pour demain et elles épargnent de façon très importante. Elles gèrent le quotidien. Alors, elles épargnent pour demain, d'ailleurs, elles ont une vision qui est, je trouve, super bonne. Elles épargnent projet. Voilà. C'est pas j'épargne pour épargner, pour finir richissime. L'idée, c'est, on sait que dans 5 ans, il y a les études des enfants. On sait que dans 3 ans, il va falloir changer la voiture. On sait qu'on voudrait partir, faire un gros voyage, voilà. Donc, l'épargne, elle a systématiquement un but, ce qui leur permet d'ailleurs de visualiser, de faire et de faire des choix assez intéressants. Alors, monsieur, il épargne aussi beaucoup, hein, d'ailleurs, on pourra en reparler. Il épargne très, très difficilement, enfin, très différemment en tout cas. Il épargne beaucoup, et à la fin du couple, généralement, quand on regarde les comptes, monsieur part avec beaucoup d'épargne, et madame qui a utilisé l'épargne justement pour les projets du quotidien, elle part avec un découvert. Ça se voit encore aujourd'hui. Ce sont des expérimentations que j'ai pu faire quand j'étais employée de banque et que j'ai pu voir quand j'étais employée de banque, mais c'est encore des choses que l'on voit aujourd'hui. Mais vous verrez, on en parlera parce que c'est pour moi un sujet extrêmement important. Et puis elle gère le quotidien. Alors, maman, le grillon du foyer, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'elles sont partout. C'est Vishnu. Elles s'occupent de leur... alors, la charge mentale, plus. C'est, elles sont des salariés, elles sont des chefs d'entreprise, elles sont des mères, elles sont des chéries, des épouses, des conjointes, des maîtresses, elles vont faire réviser, des professeurs, elles font réviser les cours, elles vont identifier des projets et montrer comment s'occuper des projets, téléphoner pour préparer les vacances du mois de juillet, voir qu'il y a des chaussures qui sont trouées, qu'il faut les changer. Là où derrière, et tout ça, évidemment, il y a un financement, il faut trouver ce financement-là, pendant que derrière, finalement, comme elle gère bien, pourquoi est-ce que j'irais l'embêter? Alors moi, je les trouve extraordinaires. Ce qui est intéressant, et en tout cas dans le travail que j'ai pu faire dans les ateliers, cette notion de elles sont au centre de tout, je le retrouve quel que soit le niveau de la personne, c'est-à-dire autant auprès de personnes avec des revenus un peu contraints que de personnes avec des revenus beaucoup plus importants. C'est-à-dire que la gestion du quotidien, c'est encore vraiment
à des taux très importants, un niveau, c'est féminin, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert qui m'a complètement époustouflée? Je le disais tout à l'heure à Céline. En fait, lorsque les parents veulent mettre en place une autonomisation de l'enfant, on va donner aux garçons, donc ça c'est des chiffres de l'enquête IFOP, j'en suis pas revenue encore, on va donner aux garçons de l'argent de poche pour permettre son autonomie, pour l'aider à se préparer, à apprendre à dire non, à apprendre à choisir, ce qui est formidable. Mais les filles, on leur donne pas d'argent de poche, on leur fait des cadeaux. C'est-à-dire qu'on les met dans la situation d'avoir à demander pour peut-être obtenir. Donc on choisit systématiquement, moi je suis gentille, je te donne ça, ou je suis pas, ou tu m'as demandé ça, mais tu l'auras pas parce que tu n'as pas le droit de l'avoir. On n'imagine même pas qu'elle puisse construire son autonomie aujourd'hui. Donc je pense que le début du travail dans la gestion du budget, c'est de donner de l'argent. Moi je suis beaucoup pour l'argent de poche. Alors, ce qui va être compliqué pour les parents d'aujourd'hui, ça va être de se dire sous quelle forme je donne l'argent de poche, parce que j'habitue mes enfants à de l'argent liquide, sauf qu'on sait que l'argent liquide va disparaître dans les années à venir. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, les banques mettent à disposition des cartes. On crée, vous avez des banques qui sont vraiment en pointe par rapport à ça, des cartes que vous pouvez gérer depuis votre compte bancaire et envoyer de l'argent. Dès que l'enfant fait un achat, vous êtes prévenu. Donc si vous dites « Oh mon Dieu, il va manquer de quelque chose », vous allez lui faire un virement d'ailleurs. Mais l'argent de poche, ça doit être D'abord, je trouve ça intéressant, mais ça doit contraindre l'enfant à se dire non. Voilà, parce que gérer, c'est choisir. Donc, gérer, c'est aussi se dire, je peux pas tout de suite, je ferai demain. Donc, la mise en place de l'argent de poche au sein de la famille, c'est quelles sont les dépenses qu'à partir de maintenant, je ne vais plus faire pour que tu les fasses à ma place. Et donc, si on part de cette idée-là, il n'y a pas de raison qu'on ne donne pas autant accès à de l'argent à une fille qu'à un garçon. La gestion de l'argent de poche, l'apprentissage de l'argent de poche, c'est extrêmement important. Après, vous faites comme vous voulez. Tout est bon. Hein. Moi, j'ai des familles qui me disent non, c'est moi qui décide si on achète ou si on n'achète pas. Si tout le monde est d'accord avec ça, ça me va. Mais je trouve qu'apprendre à gérer, apprendre à dire non, parce que je peux pas, il faut que j'apprenne à différer ma demande, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. La vision traditionnelle sur le quotidien de l'argent. Eh bien voilà, madame, elle gère le quotidien. Elle gère souvent les courses. Ce qu'on va faire dans un couple, volontairement, involontairement, par des schémas induits ou pas, je ne sais pas, c'est madame va faire ce qu'on appelle les petites dépenses, mais quand on regarde et qu'on pose tout, on se rend compte que c'est largement plus que le remboursement de la maison. Donc, elle va faire l'alimentation, elle va faire les vêtements pour les enfants qui grandissent, elle va faire les cadeaux, par exemple, cadeaux de Noël pour toute la famille, y compris la famille de monsieur, tu me rembourseras chérie, t'inquiète pas, mais oui chérie, je te rembourserai, ne t'inquiète pas. Elle va faire peut-être les vacances, et monsieur va faire de l'investissement, lui. Lui, il va acheter la maison, voilà. Généralement on l'achète à deux. Mais il va acheter la voiture. Madame, de toute façon, comme elle a un salaire qui est inférieur à celui de monsieur, oui, il faudrait changer la voiture, mais elle n'a pas les moyens. Monsieur lui dit, t'inquiète, je vais acheter la voiture, et puis tout va bien, au moins tu seras en sécurité. Et donc, encore aujourd'hui, vous avez un très bon livre par rapport à ça, d'une journaliste, je vous l'ai mis à la fin, on appelle ça la théorie du pot de yaourt. Imaginons que ce couple connaissent des difficultés et se séparent. Madame qui a acheté des pots de yaourt pendant toute sa vie commune, elle se retrouve au moment de la séparation avec des pots de yaourt vides, alors que monsieur qui a acheté la voiture, il se retrouve avec une voiture à son nom, peut-être même que comme c'est lui qui a fait le crédit, la carte grise n'est qu'à son nom, et il repart avec une voiture, certes pas neuve, mais en tout cas quelque chose qu'il peut négocier. Ça, c'est le différentiel de patrimoine à la fin d'un couple, ça ne fait que se creuser
depuis les années 90. C'est-à-dire que dans les années 90, à première vue, on partait d'un différentiel qui pouvait être de 7, 8%, 10%, 15%. Aujourd'hui, on a pris 15% de plus qu'en 1998. Voilà. Ça veut dire que peut-être, alors c'est toujours pareil, ce sont des chiffres globaux, mais les femmes, on en parlait, arrivent peu à faire entendre leur voix ou à prendre en charge autre chose que le quotidien. Je pense qu'il faudrait qu'elles s'imposent d'acheter ou en tout cas d'investir dans des produits importants. J'ai vu ces derniers mois énormément de cas dont on me parlait en atelier, où on me téléphonait pour en parler, où il y avait des achats d'immeubles dans le locatif. L'immeuble était au nom de monsieur, le crédit était au nom de madame. Voilà. Et il y a une difficulté à se protéger. Parce qu'en cas de séparation, eh ben, madame, elle doit d'ailleurs continuer à payer tant que le couple n'est pas officiellement séparé. Les banques, de toute façon, même si le mari dit, bah, écoute, c'est bon, je prends le crédit à mon nom, les banques disent, non, 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 c'est prélevé sur un compte bancaire. Tout a été fait à ce compte bancaire, donc on conserve ça. Donc c'est aux femmes de s'imposer en ne trouvant pas méchant, parce que je pense que c'est presque encore la théorie de la petite fille, d'oser revendiquer, voilà, je vaux ça, je fais ça, et il est très important que ce soit reconnu. Dans la vision traditionnelle sur le quotidien, de l'argent, il y a aussi sur le quotidien. Depuis des années, il y a des enquêtes qui sont menées sur qui fait les tâches ménagères au sein du couple. Ben, les chiffres de l'année dernière, ils sont pas différents ou de façon insidieuse, ils sont pas différents de l'année précédente. On est toujours à 80-20. Madame va réaliser 80% des tâches ménagères à la maison, pendant que monsieur ne va en réaliser que 20. Encore une fois, pour plein de raisons. J'ai des jeunes femmes qui me disent, bah oui, mais si je lui demande, il va râler ou il va le faire mal. Alors je lui dis, laisse tomber. Ben non, il faut être plus maligne que ça. Il faut accompagner. Oh chérie, c'est merveilleux. Mais si la prochaine fois que tu passes à Serpillière, tu voulais passer aussi sous la table, ce serait encore plus merveilleux. Ben, tous les efforts doivent être compris. Voilà. Mais parce que sinon, voilà, cette vision traditionnelle, moi je pensais, il est de notoriété publique que les femmes aujourd'hui sont plus diplômées, sont plus rigoureuses, et même en tant que chef d'entreprise, ont de meilleurs résultats en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices, avec des écarts de 1 à 2 points. Hein. Donc c'est pas rien par rapport à un homme. Ben, elles ont toujours autant de mal à revendiquer leur place, que ce soit au sein de la famille ou au sein de l'entreprise. Et moi, ce travail, il m'a complètement étonnée. Bon, je vous désespère. Hein. Alors, quand j'ai voulu continuer, j'ai eu beaucoup de chiffres sur la vie professionnelle, donc j'en ai tiré les illégitimes de la vie professionnelle. Alors, l'écart de salaire, il était en 2020 de 15,8% à travail égal, entre un homme et une femme, donc pratiquement 16%. C'est mieux qu'en 2019, mais c'est moins bien qu'en 2010. Voilà. Et donc ça doit aussi nous interroger. C'est quel est ce plafond de verre que nous nous mettons pour ne pas oser demander par tous les moyens d'avoir des salaires absolument équivalents. 66% des femmes dans la vie professionnelle, alors je sais que je m'adresse essentiellement à des chefs d'entreprise, mais quand même, pensez à vos salariés à ce moment-là, elles ne demandent pas d'augmentation parce que le sujet de leur valeur est difficile à aborder. Alors là, par rapport à ce qu'on disait ce matin, la valeur de la chef d'entreprise, c'est pareil, elle a du mal à aborder qu'est-ce que je vaux? Est-ce que mon travail mérite ça? Si une femme n'a pas la certitude de faire 120% de ce qu'on lui demande, elle ne demandera pas d'augmentation. Et elle considère qu'elle est quasiment illégitime à poser ces questions-là. Et puis, là aussi, ce que disent les enquêtes, c'est qu'elles ne se sentent pas assez armées pour parler d'augmentation.
Là où très naturellement, un homme va demander une augmentation tous les 2 ans, voilà, une femme va attendre d'avoir des résultats, et même, c'est même pas qu'elle va attendre. Pourquoi? Parce que elle considère, et ça on le verra dans le slide qui suit, elle considère elle n'a pas à demander une augmentation, on doit la lui donner. C'est aux autres de dire la valeur qu'elle a. Elle n'est pas en capacité de dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai réussi ça et je vaux ça. Donc moi j'ai trouvé ça incroyable. Oui. Oui, je voudrais intervenir avec toi sur le sujet de la valeur, pour avoir accompagné pendant des années des femmes dans des ateliers justement sur soit le retour à l'emploi, soit la création d'entreprise. Cette histoire de quelle valeur on se donne ou quelle valeur on a était cruciale, autant que la légitimité, la posture de l'imposteur. Et en fait, ce qui est terrible dans cette question de combien je vaux, c'est qu'on confond l'identité, qui je suis, avec mes compétences, ce que je sais faire. Ce sont deux choses complètement différentes. Qui je suis est immuable. Ce que je sais faire évolue en permanence, peut être augmenté, amélioré. Qui je suis n'est pas un axe d'amélioration. Et ça n'est pas monnayable. Qui je suis, c'est une identité, c'est un être. Et la valeur de mon travail, c'est du financier et c'est du matériel. Et ça peut être mesuré. Voilà, on peut mesurer des compétences, on peut mesurer si on est bon, pas bon, quel est notre axe de progression. Et dans les ateliers que j'animais, on avait toujours un moment de réflexion autour du thème, alors en introduction, du thème qui s'intitulait définir ma valeur ou définir mon prix de vente. Et on arrivait toujours à une image qui était au départ inconsciente, enfin quand je dis toujours, dans la majeure partie des cas, et malheureusement c'est exclusivement féminin, à quelque chose qui est de l'ordre de la prostitution. J'ai une valeur marchande en tant que femme, donc je me vends. Combien je me vends? Moi, j'avais des femmes qui me disaient combien je dois me vendre? Quel est mon prix? C'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle? Et donc, quand on posait ça sur la table et qu'elle se rendait compte de ce à quoi s'apparentait la réflexion, il y avait une espèce de moments de flottement, des grandes respirations, et c'est là que commençait la prise de conscience et le changement, où elle me disait, ok, bah alors, qu'est-ce qu'on doit dire et sur quoi on se base pour demander une augmentation, sur quoi je me base pour définir mon prix de vente, de mon activité, de ma prestation, de mon service. Et donc, on arrêtait de parler de qui tu es et on commençait à parler de ce que tu proposes, tes compétences et ce que tu vas vendre. Et ça n'est jamais toi. Voilà, je voulais dire ça. Oui, évidemment, c'est central. C'est central. Alors, l'arrivée d'un enfant, c'est une perte de revenus de 25%. C'est très choquant. Hein. Là aussi, je me suis dit, mais mon Dieu, mais pourquoi? C'est une perte de revenus de 25%. Pourquoi? Parce que madame va choisir peut-être un congé parental, un travail à temps partiel. Elle va considérer que non, elle ne peut pas prendre ce nouveau poste parce que ça voudrait dire ne plus être autant présente à la maison. Donc, elle va se mettre son propre plafond de verre. On en a aussi parlé ce matin. C'est en ça que vraiment, ça résonne entre ce matin et cet après-midi. C'est incroyable. Et ça a été quantifié. Pour une femme, la vie professionnelle avec l'arrivée des enfants, c'est perte de revenus de 25%. On leur fait plus... Enfin, d'une certaine manière, tant que les enfants sont petits, et pendant un petit moment, on va plus leur faire confiance. De toute façon, elles seront pas à l'heure. Elles seront obligées de partir quand on fait les réunions, ou elles arriveront en retard. Et donc, voilà, perte de revenus de 25%. Ce qui est énorme. Je ne connais pas de salarié homme à qui on ferait la réflexion de voilà, est-ce que pourquoi tu es arrivé en retard ce matin? Et même s'il a amené les enfants à l'école, je pense que ça fuserait la réponse. Alors que systématiquement, madame va se sentir mise en porte-à-faux. Ouais.
J'aime beaucoup que oui. La petite, alors, j'ai trouvé dans le magazine Cosette qui a fait un spécial il y a 6 mois, les femmes et l'argent. J'ai trouvé un dessin que j'ai adoré. Donc, j'ai obtenu une augmentation de mon patron. Je n'ai plus qu'à obtenir que mon mari me la verse. Voilà, voilà, parce que voilà, voilà, souvent compte joint, quoi. Voilà. Voilà. Donc, voilà, le choix du compte personnel, c'est absolument, c'est vraiment d'une importance capitale. D'ailleurs, pour se préparer à la limite à une gestion à 2 comptes, on peut très bien envisager un compte sur lequel on reçoit son salaire et qui va servir à payer toutes les dépenses obligatoires, pour éviter de se mettre la rate au courbouillon. Sur ce compte-là, on ne prend pas de carte bancaire, ce qui fait qu'on aura des frais de tenue de compte, et c'est tout. Et on risque pas par voilà, oh, j'ai pas pris le bon compte. Non, on risque pas les prélèvements automatiques parce qu'ils seront prélevés à n'importe quel moment dans le mois, mais il y a l'argent dessus, et on envoie sur un autre compte de quoi gérer le quotidien. Ce qui fait qu'il ne reste pas grand-chose parce que les prélèvements automatiques ont pris une telle importance dans notre vie qu'on a bien 75% du salaire qui y reste. Et on va gérer l'alimentation, le plein de la voiture, les chaussures des enfants, etc. avec ce qui reste et que j'ai envoyé sur un autre compte, là où il y a une carte bancaire. Ce système-là, il peut être intéressant parce que du coup, quand on se met en couple, on a déjà un compte qui correspond aux dépenses familiales. Et donc, chacun apporte sur ce compte-là, pas de chéquier, pas de carte bancaire, ça évite des erreurs de base. Comme aujourd'hui, au niveau de la tarification dans les banques, quelle qu'elle soit, en cas de rejet de prélèvement, on peut avoir sur des petits salaires ou des salaires contraints en tout cas, on peut avoir des frais très importants. Ce compte qui ne va servir qu'au prélèvement, voilà, le garder que pour ça, sans moyen de paiement à côté, c'est parfait. Et ça vous coûtera pas très cher, quel que soit le type de banque dans laquelle vous êtes. Parce que des frais de tenue de compte aujourd'hui, ça va être entre 2 et 3 euros par mois, c'est tout. Puis après, pour le compte avec carte bancaire, vous avez la possibilité de négocier, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je recommande les 2 comptes qui font un travail différent. En plus, pour celles d'entre nous qui serions un peu tête en l'air, le fait d'avoir un compte qui sert qu'au quotidien et qu'on regarde de temps en temps, ça permet de se dire « Oh mon Dieu, il ne me reste que ça ». Chez les jeunes, c'est les jeunes qui m'en parlent beaucoup, vous avez une technique de gestion de budget qui revient du feu de Dieu depuis que TikTok, les influenceuses sur TikTok en ont parlé, c'est la méthode des enveloppes. Que beaucoup, mais oui, je leur ai dit, mais vous réinventez ça, c'est incroyable, elle réinvente ce que faisaient nos grands-mères, hein, voilà, et nos mères aussi. La méthode des enveloppes, alors, il y a la méthode des enveloppes où il vous faut 3 jours pour arriver à faire vos enveloppes, c'est-à-dire que vous avez l'enveloppe alimentation, vêtements, sorties, cinéma, parce qu'on ne fait pas les mêmes, etc., etc. Et vous avez la méthode des enveloppes low cost, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Vous avez, voilà, et vous savez que vous avez tant par semaine. Ce que je trouve très bien, là aussi, notre cerveau est capable de retenir que nous avons simplement 90, 100, 150, 200 euros pour vivre chaque semaine. Ça, on est capable. Gérer du global, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, avec un salaire contraint, ce système-là, c'est vraiment formidable. Vous avez, pendant que j'y suis, j'y vais, vous avez une méthode de gestion qui est aussi intéressante. Et quand on doit parler argent avec ses enfants, adolescents, c'est pas inintéressant. C'est la méthode 50-30-20. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle est assez... au départ, moi, quand c'est nouveau, j'ai un peu de mal. Mais en fait, c'est une méthode qui ne peut se pratiquer que si on a des salaires suffisants. Alors, on en parlait ce matin, au début, les chefs d'entreprise, les salaires, c'est pas ce par quoi ils brillent le plus, on va le dire. Mais les salariés aussi. Alors, on va partir d'un salaire qui est au-dessus du salaire médian, mais c'est pour faire simple aussi.
on prend 2 000 € de salaire, ok? C'est la méthode 50-30-20, 50%, donc 1 000 € dans tout ce qui est besoin. Et on redéfinit notre notion de besoin. De quoi avons-nous besoin? On a besoin de manger. Ah oui, mais pas de grignoter. Peut-être que les bonbons, le coca, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle l'alimentation. D'accord. On a besoin de vivre dans un endroit sécurisé, la maison, donc les assurances. On a besoin de travailler et donc on a une voiture pour aller travailler. On va rembourser la voiture là-dedans. Et on va mettre dans ces besoins que ce qui correspond vraiment à des besoins. Le téléphone, oui, mais le téléphone, comme j'avais une jeune hier après-midi, à 97 € par mois. Oui, oui, j'ai découvert que c'était possible, parce qu'elle avait, voilà, elle pouvait, je pense, capter en même temps Netflix, Spotify et voilà, et Mars. C'était incroyable, 97 €. Là, on n'est pas dans le besoin. Là, on est dans l'envie. Ah, ça tombe bien, ils ont prévu que 30% de nos ressources peuvent partir dans l'envie, soit 600 €. Donc là, les grignotages, le repas au resto sympa, le petit McDo en douce que voilà, j'assume ou pas trop, je vais les mettre là-dedans. Les sorties, je vais les mettre là-dedans. La 17e paire de chaussures, je vais le mettre là-dedans parce qu'on n'est pas dans les besoins. Parce que s'habiller, ça ferait partie des besoins. Mais s'habiller de base, d'accord? Tout ce qui va être le petit plus, ça va être dans les envies. Et les 20% qui restent, c'est-à-dire sur un salaire de 1000, on va être à 400 €, on va les mettre dans les remboursements des dettes et l'épargne. Ils ont mis tout ça ensemble. Alors là aussi, c'est pas inintéressant parce que bon, l'épargne, on voit, on fait des projets et tout ça. Remboursement de dette, par exemple, imaginons, on est locataire et puis on achète une maison. Et donc, par rapport au loyer, il y a un différentiel. On pourrait très bien imaginer de mettre le différentiel dans ces 400 €. Ce qui permet de se mettre en besoin, j'ai le remboursement de la maison, une partie, et parce que l'échéance est un peu plus chère, je me le mets là-dedans. Je rembourse le découvert, je rembourse tout ce que je dois, et après, à un moment donné, je peux espérer n'être que dans l'épargne. Cette notion-là qui réinterroge notre manière de voir nos dépenses, puisque nous sommes dans un monde incertain, où aucun d'entre nous n'aurait pensé il y a quelques années qu'on passerait un an chez nous pratiquement. Donc nos besoins ont énormément changé, ont évolué par rapport à ça. Réinterroger régulièrement la manière dont on gère, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi nous aider dans la vie de tous les jours. Donc ces méthodes-là, c'est des méthodes de gestion, voilà, quand on s'intéresse au budget, qui peuvent être intéresser que vous soyez une dame ou que vous soyez un monsieur. Mais c'est vrai que voilà, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas simplement le compte bancaire et nous qui pointons les dépenses. Voilà. Et Véronique, oui. Dans les impôts vont dans quelle catégorie? Alors, les 50 ou les 20? En tout cas, pas dans le plaisir, ça c'est sûr. Voilà. Moi, je les mettrais dans les remboursements de dette. Ouais, moi, je les mettrais dans les remboursements de dette, ouais. Ouais. Parce qu'on est contraint de toute façon. Ouais. Voilà. Vous avez une ou deux vidéos sur YouTube qui présentent la méthode 50-30-20. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc et j'ai trouvé l'approche très américaine. Voilà, d'identifier comme ça, mais les Américains, ils sont décontractés sur l'argent. Absolument. À la différence de nous. Exactement. Ils n'ont pas de problème à en parler. Voilà. À l'aborder, à le gérer. Ouais. C'est pas un souci. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je voulais dire par rapport à ça. Moi, quand on m'invite pour faire un atelier dans un centre médico-social, dans un chantier d'insertion, parce que je vais vraiment auprès de personnes qui ont des problèmes d'argent. D'ailleurs, ce que je découvrais, c'est que moins on est diplômé, plus on est en difficulté, moins on regarde ses comptes et moins on gère. Finalement, on est dans une telle détresse psychologique que se confronter à la réalité devient difficile. Et il y a autre chose que moi j'ai découvert dans les ateliers, c'est qu'on pense, alors
qu'on est seul au monde, alors on parlait beaucoup d'isolement ce matin, qu'on est seul au monde à être interdit bancaire. Or, quand on regarde les chiffres des interdits bancaires, être interdit bancaire, c'est un non-événement aujourd'hui. Parce que vous avez déposé un chèque sur votre compte qui n'a pas été payé, parce que vous avez une carte bancaire qui s'est emballée, vous avez aidé à l'emballer peut-être, etc. Parce que vous avez un virement de salaire qui n'est pas arrivé pour quelque motif que ce soit, on peut être interdit bancaire aujourd'hui. Eh bien, les personnes qui sont interdites bancaires, elles me disent toutes, mais je ne peux pas en parler parce que je suis seule. Il y a 7 millions d'interdits bancaires en France. Donc, seul à 7 millions, si on pouvait en parler pour décontracter le rapport à l'argent, ce serait formidable. Bon, je continue parce que... Mais j'ai presque terminé, de toute façon. Alors, là encore une fois, pourquoi j'ai quand même appelé ça les illégitimes de la vie professionnelle? Parce que, d'abord, quand on est une femme, on considère qu'on a forcément la culture du don. C'est-à-dire que on est au travail comme à la maison, on donne de son temps. D'une certaine manière, pour aller, pour être presque provocatrice, je dirais qu'on n'a pas un métier, on a une activité, puisqu'on n'est que dans le don. Donc là, encore une fois, identifier une valeur, un salaire, voilà ce que je vous rapporte, vous pourriez au moins le reconnaître, c'est compliqué. Et d'ailleurs, on est une bonne petite fille quand on fait les choses gratuitement, finalement. Ça, tu peux le faire. C'est normal. Lève-toi, va donc chercher les affaires, mais c'est normal. Bon. Le complexe de la bonne élève, ça va se retrouver au moment du salaire, effectivement, c'est non, mais c'est aux autres de dire la valeur que j'ai. Voilà, c'est aux autres de considérer. Et c'est de considérer que j'ai suffisamment bien travaillé pour mériter d'avoir une augmentation. Et je me demande à quel âge, je sais pas, parce que je peux ressentir ça très très souvent moi-même. Mais je me demande à partir de quel âge, même en connaissant sa valeur, en sachant ce qu'on est capable de faire, ce complexe nous quitte. Je me demande même si c'est un complexe qui peut nous quitter. Parce que c'est pas dans notre ADN, on est d'accord. C'est une croyance. Mais c'est une croyance. Mais je ne sais pas comment on peut... Moi, je sais. Mais je veux en savoir plus. On va travailler ensemble. Non, parce que je pense on apprendrait à assumer ce que l'on est. J'avais voulu, je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui date d'une quinzaine d'années, que je n'avais pas aimé du tout, mais il y avait une scène qui était absolument extraordinaire, que j'ai une fois reproduite en atelier. C'est un film anglais sur une jeune femme qui a une personnalité très forte, mais un peu farfelue. Elle avait un rire que je ne supportais pas. Je crois que ça s'appelle Happy ou un truc comme ça. Enfin bon. Et elle a des rapports avec les gens qui sont un petit peu compliqués parce que ce qu'on prend pour une attaque pratiquement, c'est juste de la joie de vivre. Puis elle est comme ça, elle est très nature. Et elle va à un stage de danse espagnole, de flamenco. Et à cette danse espagnole, on va passer un quart d'heure. Alors, d'ailleurs, elle le vit très mal, ça. Parce qu'elle cherche toujours sa place, finalement. Elle est très provocatrice, très provocante, parce que sa place, elle n'arrive pas facilement à la trouver. Et donc, le premier quart d'heure du cours de flamenco, c'est de lui dire « c'est moi ». Vous voyez, on l'a fait se lever. Enfin, tout le monde doit faire ça. C'est moi. Et arriver à dire ça en atelier, dire aux gens, et même par rapport à son banquier, vous voyez, avant de rentrer au rendez-vous dans le bureau, mais absolument, tac, c'est moi, je le vaux, je suis capable, oui, c'est ça, c'est je vais le faire, je vais réussir. Peut-être que ça pourrait mettre le complexe de la bonne élève, de celle qui doit être gentille, pas faire de vagues et pas la ramener, un petit peu. Et je l'ai fait dans un atelier avec des gens très en difficulté. Il y avait tout de suite une énergie incroyable. Voilà. Mais bon, je sais pas si ça fait partie des trucs, mais moi, j'avais trouvé ça très bien. Et c'est tout ce que j'ai gardé de ce film-là, qui durait quand même plus de 2 heures. Madame, et ça aussi, donc ça va avoir forcément un impact sur sa relation à l'argent. Lorsqu'elle a du succès, lorsque ça fonctionne, lorsqu'elle arrive à un épanouissement professionnel que tout le monde lui reconnaît, malgré tout,
elle a du mal à trouver que c'est normal, qu'elle a travaillé pour ça, et que c'est comme disait L'Oréal, parce qu'elle le vaut bien, quoi. Donc, et même par rapport à ça, elle peut se dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que je la ramène pas trop? Est-ce que c'est bien normal? Tout ça, c'est incroyable parce que de notoriété publique, les femmes sont plus diplômées et mieux diplômées que les hommes. Partout, tous les chiffres que j'ai trouvés, elles font des études plus brillantes, elles ont plus de diplômes. Pourtant, au moment d'envoyer leur CV, au moment de demander une promotion, elles ne sont pas présentes. J'en avais discuté avec une personne qui était à la RH d'une grande entreprise qui me disait, une femme, il va falloir qu'elle, par rapport à un dossier qui est envoyé ou à une recherche que l'on fait du bon candidat, il va falloir qu'elle soit sûre d'être à 120% de ce qu'on demande pour envoyer une lettre de motivation. Un homme, il se dit, sur un malentendu, ça peut passer. Je suis qu'à 50, mais peut-être que ça va pas se voir. Voilà. Il y a toujours ce différentiel incroyable. Donc, elles sont plus diplômées, elles sont mieux diplômées et elles n'arrivent toujours pas à s'assumer et à assumer financièrement leur évolution. Pour choisir l'ambition, alors c'est vraiment l'ambition, c'est pas la carrière, c'est voilà, je fais quelque chose que j'aime, je suis payée en contrepartie parce que je fais quelque chose que j'aime. Ça aussi, c'est compliqué pour elles. Elles continuent à avoir du mal à revendiquer la réussite. Voilà. Alors, peut-être qu'avec le mouvement de fond que l'on voit, les femmes inspirantes, voilà, on en parle de plus en plus. Il y a des bandes dessinées qui vont peut-être aider des jeunes filles à se dire demain je veux être, je sais pas moi, Simone Veil, demain je veux être Céline, demain je veux être des personnes. Demain je veux être voilà, des femmes qui ont pu compter. Peut-être que cette ambition elle sera mieux vécue. Il y a quand même quelque chose qui m'interroge, c'est que lorsqu'il a été possible d'arrêter les mathématiques au lycée, il y a eu un fonds incroyable de jeunes femmes qui ont arrêté de pratiquer les maths en première et en terminale. Donc c'était la réforme Blanquer, donc c'est en train de revenir en arrière. Mais aujourd'hui, vous avez un grand nombre d'ingénieurs, de chefs d'entreprise qui vont dans les lycées pour dire aux filles, reprenez les maths parce que les maths sont c'est le travail qu'on vous demande, en tout cas c'est le socle qu'on vous demande pour pouvoir aborder plus de métiers possibles derrière. Sinon, vous fermez des portes. Là encore une fois, enfin, moi, j'étais très mauvaise en maths, donc c'est pas la question. Moi, si j'avais pu arrêter, j'aurais arrêté. Mais en même temps, c'est vrai que se dire aujourd'hui que d'entrée, elles ont dit c'est trop compliqué, j'arrête, ça pose question. Voilà. Alors, il y a trois éléments. Je vais terminer plus tôt, mais il va falloir que on va échanger. Voilà, c'est ça. Il y a trois livres ou magazines qui m'ont servi pour vraiment être certaine que ce que je voulais vous dire n'était pas complètement hors sol. Vous avez un spécial hors-série Cosette sur les femmes et l'argent, qui est intéressant parce qu'il reprend le principe de l'illégitimité, du plafond de verre. Voilà, non, je peux pas aller au-delà, c'est pas possible. Alors, d'ailleurs, même, je dis ça, la France est plutôt bien classée parmi les nations européennes sur le nombre de femmes dans les conseils d'administration. On n'est pas à moitié-moitié, mais on est monté à 48%. Donc, c'est pas si mal. On fait mieux que l'Allemagne, par exemple. Mais à un certain niveau, de toute façon, elles sont absentes. Voilà, le nombre de femmes qui managent des entreprises du CAC 40, on peut les compter sur le doigt, je sais pas, moins d'une main. Voilà. Oui, alors c'est très vrai. Là aussi, quand on regarde les créations d'entreprises féminines, elles créent plus d'entreprises que les hommes, les femmes, mais elles vont être sur le bien-être, elles vont être sur l'action sociale, elles vont être très rarement en marketing. Donc c'était intéressant ce matin parce qu'on en avait aussi. Sur le digital, tout doucement, quoi. C'est encore
la famille, l'action auprès des démunis et le bien-être. Beaucoup de demandes de bien-être. Vous avez donc voilà la journaliste Titio Lecoq qui a fait un livre décapant sur le couple et l'argent, et c'est elle qui a sorti la théorie du pot de yaourt, voilà, qui fait qu'au moment d'une séparation, monsieur repart avec la voiture et madame garde les pots de yaourt vides, c'est-à-dire qu'elle ne garde rien, puisque c'est parti à la poubelle. Et vous avez une enquête IFOP qui a moins d'un an, qui est assez fouillée, qui a été fait auprès de, je pense, là je sais pas, je pense que c'est au moins 3000 personnes qui ont répondu. Alors, hélas, ils n'ont pas répondu à toutes les questions, ce qui fait qu'il y a des éléments où on va vous dire attention, c'est à prendre avec des pincettes parce que trop peu de gens ont répondu à cette question-là. Néanmoins, le sujet est très intéressant, le rapport des femmes à l'argent, mais c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire, quand j'épargne sur du sûr, et il n'est pas question que j'aille risquer mon argent sur des placements dangereux, alors que voilà. Oui, c'est ça. Quand je suis bon salarié, je demande pas d'augmentation. C'est moi qui gère à la maison, c'est moi qui gère pour mes enfants, c'est moi qui m'occupe un petit peu de tout, mais c'est pas reconnu. Voilà. Donc il est excellente enquête. Voilà. Et maintenant, j'ai terminé. Merci beaucoup. Je vais m'asseoir à côté de toi, comme ça on va pouvoir échanger. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou des remarques à poser, à dire par rapport à ce qui a été dit. On se reconnaît toutes plus ou moins à un moment ou à un autre dans la présentation que tu fais, forcément, suivant nos parcours de vie. Donc ça, c'est intéressant de prendre le recul là-dessus, parce qu'on fait des choses par automatisme aussi. Absolument. Des biais cognitifs. C'est ça. L'éducation nous a mis comme ça, et puis on reproduit aussi quelquefois sans se poser de questions. Est-ce qu'il y a des questions déjà à vouloir poser des remarques par rapport à... Non? Alors moi je voudrais... tu nous as fait ce constat-là, tu as l'expérience de toutes les personnes que tu rencontres. Est-ce que tu aurais, je sais pas, 3, 4, 5 choses très concrètes à nous dire de faire pour qu'on fasse un shift, tu vois, qu'on change? Alors tu nous as parlé des 50, 30, 20, j'ai noté. Donc, je vais aller regarder ça de plus près, c'est assez sympa. Est-ce que tu as, comme ça, des choses assez pratico-pratiques sur la gestion de l'argent que tu pourrais nous donner, où on puisse s'interroger, tu vois, quand on paie un truc, on se dit « Ah, tiens, Véronique m'a dit que », et que je m'interroge ou que je change une habitude. Alors, la gestion du budget, c'est un thème absolument passionnant parce qu'il parle de notre vie aujourd'hui. Pas hier, pas forcément demain, mais en tout cas aujourd'hui. Mais notre vie d'aujourd'hui, elle est différente de celle d'il y a 3 ans et elle sera forcément différente de celle qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire que les contrats que vous avez signés d'assurance, les contrats à la banque, les contrats téléphone, par exemple, Netflix ou autre, que l'on garde pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans aller jeter un coup d'œil et vérifier que la valeur du capital mobilier de notre maison correspond bien à ce que j'ai à la maison, que les services souscrits à la banque sont bien les services que j'utilise. J'ai des personnes qui paient pour une autorisation de découvert qui n'ont jamais été à découvert ces 30 dernières années. Donc, alors, une autorisation de découvert, vous allez me dire, c'est 15 € par an. Donc, j'économise 15 € par an. Oui, mais multiplié par 30 ans, vous imaginez le joli petit week-end que vous pourriez vous faire dans, je sais pas moi, dans un habitat dans les arbres, par exemple. Pourquoi pas? Je suis d'accord. Mais absolument. Donc, la gestion de... Déjà, on ne laisse pas des contrats sans y jeter un coup d'œil. Allez, on va dire tous les 2-3 ans. Voilà. Donc, on réinterroge le budget en début d'année ou en fin d'année, mais il y a un moment où voilà. on repose Alors, ça c'est très bien. Moi, une fois par an, je choisis souvent un week-end pourri du mois de novembre, parce que je sais que ce week-end-là, de toute façon, il est fichu, c'est pas grave. Je reprends toutes mes dépenses de l'année, toutes mes charges fixes de l'année. J'y colle entre 10 et 15% d'augmentation, histoire de me faire peur. Je regarde comment ça va faire.
Et je regarde le reste à vivre que je vais avoir à partir du 1er janvier. Et là, je me dis, ben voilà, à partir de maintenant, tu laisses sur ton compte principal cette somme-là, et tous les mois, quand le salaire va arriver, tu t'envoies sur un compte à côté pour ne gérer que du réel. Je pense que dans la gestion du budget, ce qui de temps en temps nous fait un peu nous tromper, c'est le rapport au réel. Voilà, mais il y a des fois, on est obligé. Oui, la consommation autour de nous dit il faut, tu dois, la vie mérite d'être vécue si tu as telle coupe de cheveux, tel maquillage, telle paire de chaussures, mais en réalité, notre rapport au réel fait que c'est différent et qu'on a même des vies qui fonctionnent bien, même en n'ayant pas de maquillage. Enfin, ça peut arriver. Ou en n'ayant pas changé de paire de chaussures. J'ai une amie qui, on riait parce que on est un petit groupe. Il y en a une qui est dingue de sacs, mais elle en a peut-être, voilà. Enfin, voilà, on va dire un certain nombre pour ne pas la stigmatiser. Moi, je suis au milieu, c'est-à-dire que j'ai eu ma période, j'en ai plus, et je me disais. Je pense que jusqu'à ton décès, tu as assez de sacs pour faire... voilà. Parce que je les abîme assez peu, même si je les traîne partout. Voilà. Et on en a une, elle a un sac. Elle est extraordinaire. Elle n'est pas pour la déconsommation ou autre. Elle me dit, mon besoin, c'est d'avoir un sac. Quand il sera vraiment complètement fichu, elle me dit, j'en achèterai un nouveau. Elle me dit, j'ai d'autres... je préfère m'acheter des livres. Qu'est-ce qui est le plus important pour soi Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es comme ça, que tu as tel besoin? Quelqu'un qui a fumé, il peut très bien avoir arrêté de fumer. Il ne va pas faire d'économie. Il va mettre le prix de la cigarette ailleurs. Donc là aussi, regarder son budget sans haine et sans crainte, en se disant qu'est-ce que tu veux de la vie et comment tu dois faire les choses, pour moi, c'est tout à fait suffisant. Voilà, c'est déjà c'est le premier bon conseil. Ce matin, on parlait du vision board, là, tu vois, de la vision qu'on avait, et c'est vrai que de le lier à une réalisation financière est importante. Hein. Tu parlais des Américains qui sont assez libres et qui parlent beaucoup de mener sa vie d'entrepreneur, comment atteindre son premier million, enfin, qui n'a pas lu un article sur ce sujet-là. Et moi, j'ai une amie qui va chercher les millions en faisant du web marketing, ses webinaires, elle duplique, etc. Et l'autre jour, je l'ai regardé, mais je dis, mais j'ai pas envie d'avoir à gérer 1 million, ça m'intéresse pas, parce qu'à côté, c'est d'autres tracas. Enfin, quand tu fais 1 million, faut anticiper, il y a des choses à côté. Et je dis, mais moi, j'ai pas envie de ça. Et elle avait du mal à ne pas comprendre ça, et que les envies soient ailleurs. Donc, il y a aussi cette gestion de l'argent par rapport à des réalisations personnelles, des envies. Il y a les besoins, mais il y a les envies et mettre des chiffres en face. Absolument. Et c'est quand on parle d'argent entre conjoints, on peut avoir des idées totalement différentes. Mais l'important, c'est d'en parler. Moi, je donne peu de chance de continuité à une cigale qui est mariée ou qui est en couple avec une fourmi. S'ils n'en parlent pas, si l'un ne protège pas l'autre ou l'un ne se protège pas de l'autre, malgré tout l'amour qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre, il y aura un échec. Alors qu'il faut en parler, il faut regarder ce qu'on attend de la vie, de ses choix. Ça me semble, ça me semble essentiel. Et donc, comme on n'est pas les mêmes, comme on peut parler d'argent entre collègues, on peut avoir les mêmes salaires et faire des choses totalement différentes. C'est pas grave. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et en quoi je me refuse de me frustrer parce que j'ai pas les mêmes choses que l'autre. Ça, c'est aussi important. On est dans les besoins de Maslow, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais en même temps, l'appartenance, se sentir, on est grégaire, mais l'appartenance, ça veut pas dire qu'on est obligé de porter les mêmes choses que les autres, on avait une grosse discussion avec des jeunes hier, avec des tout petites ressources, des jeunes qui avaient donc des ressources très faibles, et un jeune me disait, mais dès que je suis payé 500 €, je vais m'acheter un ensemble qui en coûte 250, un jogging, et donc de marque. Et je lui disais, mais alors moi je me pose la question, c'est pourquoi jogging? Parce que c'est très bien, mais chez vous, parce que voilà, pour aller travailler, tout ça, jogging, moi pas trop. Ouais, mais vous êtes âgé, mais c'est vrai, je suis âgée, mais je trouve qu'il y a un faux pas quand même. Mais est-ce que quand j'ai vraiment
quand je suis ouvert sur les réalités, quand je suis dans le principe de réalité, que j'ai 500 € pour vivre, est-ce que je peux trouver normal de mettre 250 € dans un vêtement? Oui, tu as dit, je crois là, le mot, c'est la réalité. Parce que quelquefois, la réalité, elle est aussi difficile à regarder en face. On a des réalités qui bougent, des vies qui évoluent, et donc la réalité évolue. Et donc, se poser tous les ans, de remettre à plat la réalité et de se dire, aïe, 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 ou ouf, tant mieux, j'ai de la marge et cette année, ça va être plus cool, ça peut faire flipper quand même. Ah oui. La peur, c'est un élément incontournable du budget. L'acceptation, c'est un élément incontournable du budget. Faut se regarder, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans haine et sans crainte. Moi, à la limite, il achète il fait cet achat. Tout va bien à la fin du mois, il s'est débrouillé d'une manière ou d'une autre, et tout va bien, il n'est pas à découvert. Moi, je dis chapeau. Je dirais jamais à quelqu'un qui fume 3 paquets de cigarettes par jour, c'est pas bien. Financièrement, c'est pas bien. Si il accepte de renoncer à plein de choses parce qu'il a un budget cigarette de, j'ai n'importe quoi, 300 € par mois, moi, tout va bien. Mais quelquefois, je veux ça, mais je veux pas dire non au reste. Et c'est ça qui est très, très difficile. On est un peu... des enfants qu'on n'a pas su frustrer. Madame, tout à l'heure, elle voulait dire quelque chose, je suis sûre sur... Ah mais oui, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Je t'amène le micro, Josie. Moi, je vais vous amener un témoignage. Comment trouver de l'assurance pour parler d'argent avec son conjoint? Alors, on va partir au départ. Je suis issue d'une famille défavorisée, donc il n'est pas question de parler d'argent parce qu'il n'y en avait pas. Un premier mariage avec un enfant et un divorce. Donc, se retrouver seul à gérer une famille, un enfant, un loyer, donc il va falloir s'y coller. Un deuxième mariage avec un viticulteur, avec un très gros patrimoine et un décès à la clé. Donc, vous vous retrouvez sans liquidité, avec des vendangeurs à payer parce que c'était les vendanges, aucune liquidité parce qu'on ne pense pas se faire une cagnotte au cas où il arriverait un gros pépin. Et un troisième mariage où vous êtes finalement un petit peu armé, où vous posez les choses dès le départ. On va avoir un enfant, je vais rester à la maison, une profession libérale, donc si tu travailles bien, c'est parce qu'il y a maman à la maison qui repasse la chemise, donc on va négocier tout de suite, pas un salaire, mais une contrepartie, d'accord? Donc tout est clair depuis le départ. Il y a aussi avec des logements à gérer que je gère, donc tous les mois, tous les ans, on réajuste les loyers, donc on réajuste aussi mon travail. Donc quand c'est clair depuis le départ, je crois que tout coule. Mais là aussi, il faut avoir en face quelqu'un qui est prêt à vous écouter et puis savoir trouver des arguments en disant moi, je ne suis pas la femme de ménage de la maison, je suis l'épouse aimante, amoureuse, si vous voulez, mais c'est aussi grâce à moi si tu réussis ta vie professionnelle. Donc, je crois que, mais ça, c'est parce que j'ai 70 ans et que j'ai acquis. et qu'on peut dire les choses. Mais c'est vrai que quand on démarre dans la vie, c'est pas évident de parler d'argent. D'abord parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup. Donc, la question ne se pose pas trop et que c'est tout. Oui, et puis aussi, c'est vrai que dans un début de vie de couple à deux, c'est ce que je disais tout à l'heure, on veut aussi faire en sorte que les choses se passent bien, et donc les sujets qui fâchent un peu, on se dit, bon, allez, on va faire avec, et on ne veut pas forcément aller à la confrontation. Donc, au bout d'un moment, ça finit par faire une confrontation. Et voilà, donc c'est pas évident de trouver cet équilibre-là. Et le sujet de l'argent est souvent un sujet compliqué, surtout si c'est un sujet sur lequel on a été peu éduqué, petite fille, et qu'à l'école, finalement, on ne nous en parle pas non plus. En réalité, on peut passer toute sa vie sans qu'on nous en ait parlé. On n'en parle pas dans beaucoup de familles. Et je vous rejoins. Moi, j'irais même jusqu'à dire, c'est quand on est défavorisé qu'il faudrait le plus en parler. Parce que là, chaque euro compte, voilà, évidemment.
Mais donc on en parle très peu dans les familles parce que je rejoins encore ce qui se disait ce matin sur les émotions. L'argent, c'est beaucoup d'émotions. C'est de la culpabilité, c'est de la jalousie, c'est de la souffrance, c'est énormément de choses. C'est la reconnaissance de services rendus, de l'amour, enfin plein de choses, et on l'assume pas toujours. Donc dans les familles, on va pas en parler parce que t'as pas besoin. C'est moi, voilà, c'est à moi de me confronter au réel. À l'école, on n'en parle pas parce que là aussi, on peut pas parler de tout. Moi, je trouve que ça serait pourtant un sujet drôlement important à aborder. En maths, on pourrait faire des exercices autour de l'argent quand même, non ? C'est sûr. Mais c'est sûr. Alors, l'éducation financière, la Banque de France a été saisie par l'État de la nécessité d'amener les collégiens et les lycéens à un certain niveau de connaissance. Sauf que c'est autant de la connaissance justement de l'entrepreneuriat que de la gestion du budget de base, quoi. Et donc, souvent, les premiers contacts avec la gestion du budget ou avec la banque, c'est quand ça se passe mal. Donc, et d'abord, moi, je trouve que c'est la culture de l'apprentissage en France. On apprend en se trompant, c'est la culture de l'erreur. Donc là, est-ce que je suis résilient ou pas ? Est-ce que je suis résilient, que j'ai envie de faire mieux et je vais apprendre ? Donc, je regarde mes comptes. Je vais chercher dans les documents de tarification ce qui me convient, ce qui me convient pas. Ou est-ce que je considère que c'est trop compliqué pour moi et j'ose pas demander, j'ose pas poser de questions. Et là, je suis fichue. L'éducation financière, ça devrait être tout au long de la vie. Laisser un enfant partir étudiant ou plus sans lui avoir expliqué le principe, parce qu'on peut payer un loyer tous les mois, c'est sûr, voilà, mais il peut y avoir encore des charges qui vont se prélever tous les 2 mois ou tous les 3 mois, et quand on vous a pas montré, c'est compliqué. Un enfant qui apprend à marcher, on lui tient les mains jusqu'à ce qu'il soit capable d'avancer tout seul et de ne pas tomber. Sur la gestion de l'argent, finalement, personne ne vous tient les mains. Ni les parents, ni les éducateurs, enfin les instructeurs. Moi, je trouve ça dommage. Le bon fichier Excel pour les enfants, moi j'avoue que c'est ce que j'ai fait à chacun des miens. Et voilà, poser les chiffres, les plus, les moins. Enfin, moi avec Excel, je sais juste faire la somme, là, et puis c'est tout, je vais pas très loin. Mais pour gérer un budget, ça suffit largement. Oui, c'est un très bon début. Vous avez... alors, aujourd'hui, on me dit souvent, mais il y a les applications bancaires, elles font le job parce qu'elles vous catégorisent. Sauf que l'application bancaire, elle fait le truc à votre place. Donc, quand on fait à la place de quelqu'un, on n'apprend pas. Vous avez une application qui est toute simple, qui s'appelle Pilote d'épargne. Alors, il y a 2 applications qui ont été créées par Emmaüs, que je trouve très très bien. La première application, c'est Pilote Budget. Donc, c'est gratuit. C'est téléchargeable sur votre iPhone comme sur votre non-iPhone, votre Android. Vous allez télécharger une application qui va vous permettre de connaître les charges fixes, le montant de vos charges fixes et donc de votre reste à vivre. Bon, c'est très bien classé. Vous avez les ressources d'un côté, les dépenses qui ont été classées par typologie de dépenses. Donc, il y a tout ce qui est lié au logement, tout ce qui est lié aux abonnements, tout ce qui est lié au téléphone, à la mobilité. C'est à la fois hyper simple et c'est beau, quoi. C'est sur une application avec de la couleur. Ça peut intéresser quelqu'un qui démarre dans la vie ou quelqu'un qui veut pas avoir... Le téléphone, c'est facile, quoi. C'est toujours dans la poche. Je peux faire ça tranquillement. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette application, mais on l'utilise une fois lorsqu'on fait son budget, donc une fois par an, la limite. Et on a son reste pour vivre. Et là, la deuxième application qui s'appelle Pilote Dépenses, vous avez des enfants de 14-15 ans, il faut leur télécharger. Pourquoi ? Vous allez choisir de gérer votre reste pour vivre à la semaine. Par exemple, vous avez, 30, 40, 50, 80 € par semaine. Vous allez mettre 50 € pour cette semaine à venir, de lundi à dimanche, et chaque fois que vous sortez d'un magasin, soit vous rentrez la somme que vous venez de dépenser, soit vous dites à votre téléphone, en vocal, 12,80 € boulangerie. Et c'est génial. Et à la fin de la semaine, le dimanche à 17 h, vous recevez une notification, enfin moi je la reçois, Véronique, as-tu bien saisi toutes tes dépenses de la semaine ? Voilà. Donc déjà le dimanche à 17 h, mon week-end est terminé. Exactement. Et ils me disent, bravo, tu as tenu tes objectifs, ou aïe aïe aïe, tu as déjà pris 25 € sur la semaine à venir. C'est
gratuit. Il n'y a pas de communication avec votre application bancaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de vous faire pirater. C'est simplissime, c'est un peu rigolo. Quand on a besoin de se retenir sur les dépenses, c'est vachement bien. Quand on gère à la semaine, c'est très intéressant. Et pour des jeunes, je trouve que prendre ça, c'est bien. Ça s'appelle Pilote Dépenses, ça a été créé, ça a été créé par Emmaüs il y a 2 ou 3 ans. C'est un peu rigolo. Vous pouvez apprendre l'anglais parce que vous pouvez choisir de le dire en français, en anglais, en arabe. Voilà, arabe classique d'ailleurs. Donc il y a qu'à choisir. Mais absolument. J'ai tenté de faire ma maline en le faisant en anglais. Je comprenais plus rien en notification. Donc je suis repassée au français. Mais c'est formidable. C'est très simple. Ça peut être une aide. Voilà. Toujours pareil, la confrontation au réel. Et le côté émoustillant de se dire, j'avais que ça pour faire la semaine et j'ai fait ma semaine. Je suis capable. Dans la gestion du budget, comme dans plein de choses, il faut quand même s'envoyer du plaisir et des paillettes, quoi. Tu sais le faire, tu peux le faire, tu vas réussir. Et ça nous aide à identifier des choses qui fonctionnent. Et puis peut-être aussi se dire que il n'est jamais trop tard pour se mettre à gérer son budget. Voilà, même si on part avec des dettes, il y a des moyens pour se remettre à flot. Alors, c'est d'autant plus vrai que j'ai rencontré il y a très longtemps un groupe de personnes qui faisaient partie des dépensiers compulsifs anonymes. Voilà, donc c'était sur Bordeaux, un groupe extrêmement intéressant sur le même principe que les alcooliques anonymes. C'est une branche, une filiale. Là, c'est pas l'alcool qui pose problème, c'est les dépenses. Et j'ai un monsieur qui avait un très très bon poste dans une très bonne entreprise de Bordeaux, qui me racontait qui était passé de personne ayant des problèmes à modérateur du groupe, qui m'expliquait en fait, tant qu'il a trouvé quelqu'un pour l'écouter, le considérer comme une victime et comme étant dans l'incapacité de gérer, il n'a pas voulu se prendre en charge. Et le jour où tous les travailleurs sociaux, toutes les banques, tous ses copains, toute sa famille lui a dit, écoute mon gars, t'es allé au bout de ce que tu pouvais faire. Tu as, je sais pas combien il y avait, mais peut-être 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros de dettes sur le dos. Et quand on te donne 30 balles, tu vas pas les dépenser pour manger. Tu vas jouer au loto, tu vas faire encore le kéké. Donc maintenant, tu t'arrêtes. Il a dit, ce jour-là, c'est ce jour qui m'a construit, où j'ai recommencé à travailler le budget. Et ce qui était très drôle, c'est qu'on passait d'ailleurs, beaucoup des personnes, j'ai beaucoup appris avec eux, m'expliquaient qu'ils étaient passés de la dépense compulsive, à l'incapacité de sortir l'argent. Voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient 3 mois de loyer d'avance, mais ils n'arrivaient pas à sortir le loyer. Le propriétaire disait, mais quand est-ce que vous allez me payer? Mais j'ai l'argent, regardez, moi je voudrais bien l'avoir aussi. C'est incroyable. Donc oui, il n'y a pas d'âge. On peut le faire à tout moment. On peut transformer sa vision du budget à tout moment. Non, on est puissant par rapport à l'argent. Enfin, quand on décide de prendre en charge et de cesser de permettre aux autres de prendre en charge, on est mieux. Hein. Un mot d'Oriane ? Oui, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de décrire, j'aime bien cette vision où il n'y a pas de déterminisme. Nous ne sommes pas un épargnant ou un dépensier. Nous sommes des gens qui avons des comportements qui peuvent être excessifs, qui peuvent être non régulés, où on manque d'avoir été enseigné ou guidé. Et de la même manière, je n'aime pas la vision qui consiste à dire qu'il y a un déterminisme masculin ou féminin. Je trouve que tout ce que tu nous as présenté est hyper instructif sous l'angle du constat. Mais pas du déterminisme. Il est prouvé que physiquement, un homme et une femme ont un corps différent, hein, on a une hormonalité différente, on a des bassins dans notre système osseux différents, mais au niveau du cerveau, on est capable d'apprendre exactement tout de la même manière. Et en réalité, il y a très peu d'innés et beaucoup d'acquis. Et en fait, tout ce que tu as raconté aujourd'hui, sous l'angle de la constructiviste que je suis, ce ne sont que des stratégies qui sont transmises de génération en génération, avec des croyances qui sous-tendent tout ça, sur des attributions de rôle, mais ce ne sont pas des compétences
qui sont masculines ou féminines. C'est-à-dire que les stratégies que tu as évoquées à propos des hommes, comment ils fonctionnent par rapport au budget, à la gestion, etc., les femmes peuvent tout à fait les apprendre, elles peuvent avoir les mêmes, elles peuvent être aussi mauvaises gestionnaires, les hommes peuvent être aussi bons gestionnaires que les femmes, et ce que j'aime, c'est qu'on puisse faire entendre aux femmes qui pensent que parce qu'elles sont des femmes, il y a des choses qui leur sont inaccessibles de cet ordre-là, que ces changements sont possibles, pas pour faire changer la société, je parle pas de ça, c'est beaucoup trop grand comme projet, mais à titre personnel, tel le petit colibri qu'on est pour soi, on est capable de se développer. Voilà, je prêche pour ma paroisse, je suis dans le développement personnel depuis quasiment 20 ans, et pour moi, ce que tu racontes au niveau de l'argent, c'est du développement personnel. Vraiment, parce que l'argent, c'est un pouvoir, c'est un moyen de mettre... C'est une énergie. Ça n'est pas forcément une finalité, et puis ça n'est pas un attribut masculin. Et donc, toutes ces stratégies que des hommes ont développées pendant des dizaines et des centaines d'années de rapport au pouvoir, à l'argent, c'est des stratégies que les femmes peuvent tout à fait apprendre. On n'est pas obligé de compter que sur nos neurones miroirs quand on est tout petit. Notre cerveau continue d'apprendre jusqu'à ce qu'on meure. Et on est capable aussi de créer de nouvelles stratégies et de développer nos propres façons de faire. Et ça, c'est complètement asexué. Et j'avais besoin de le dire parce que c'est important qu'on fasse un discours qui s'adresse aux femmes, mais pas qu'on se mette en opposition. Voilà. On a tout à gagner à être ensemble plutôt que les uns contre les autres, je crois. Voilà. Merci beaucoup. Tu vois autre chose à ajouter? Non, Véronique, ça a été dit. Merci beaucoup. Mais de rien. Bonne fin de journée. Au revoir. Sinon, effectivement, tout nous appartient tout le temps, quoi. On est capable de tout. Voilà, il y a effectivement zéro déterminisme, que des apprentissages. Voilà. Encore faut-il qu'on nous donne les moyens de faire l'apprentissage, les apprentissages, mais et j'ai trop rencontré d'ailleurs là pour le coup, de femmes extraordinaires dans la gestion du quotidien avec des moyens limités. Pour me dire que elles n'auraient pas été capables de faire beaucoup plus si on leur avait donné des moyens autres. Voilà, oui. Il y a des championnes du monde de la gestion de la gestion du rien, on dit pas grand-chose, c'est sûr. Merci beaucoup, Véronique. Merci d'être venue. Ça a été un très bon moment de parler de ce sujet si sensible qu'est l'argent. Il faudrait qu'on en parle plus simplement, plus souvent. Qu'on en parle à nos filles peut-être aussi plus souvent et décomplexées par rapport à ça. Merci. On se retrouve tout à l'heure à 17h pour une émission sur le sujet de la retraite, les femmes qui décident de continuer à travailler après l'âge de la retraite. À tout à l'heure. Merci beaucoup.